je m'appelle Philippe Garric. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème du décodage du non-verbal. Et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'interviewer Frédéric Langorieux, hypnothérapeute et spécialiste du non-verbal et accessoirement spécialiste aussi du bonheur. Frédéric, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire comment tu définirais communiquer? Parce que c'est un mot qui veut dire tellement de choses qui finit par plus rien vouloir dire vraiment. Donc toi, tu définirais comment communiquer? Oui, c'est vrai que chacun a un petit peu sa définition par rapport à ça. C'est vrai, dans communiquer, souvent on parle justement de parler en fait. Communiquer pour la plupart des gens, c'est parler. Ouais. C'est vrai que moi j'aime bien élargir un petit peu la notion de communication, puisque même quand on ne parle pas, on communique. La communication n'est pas seulement verbale, justement, mais elle est aussi non verbale. Et c'est vrai que, d'ailleurs, souvent quand on voit une personne, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a déjà une communication qui s'installe avant même qu'on ait dit la moindre parole. On voit des choses, on perçoit des choses, et déjà ça passe un message. La manière dont on s'habille, effectivement, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, justement sur l'apparence, ça véhicule un message aussi. Et puis à travers notre regard, tout un tas de choses, évidemment, on va communiquer aussi. Et ça, c'est tout le domaine du non-verbal. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on le dit parfois, il n'y a pas besoin de dire deux mots à certains moments. C'est qu'on transmet effectivement des choses, et parfois même plus sans les mots qu'avec les mots, qui ne sont toujours que parfois une pâle copie de ce qu'on peut penser et de ce qu'on peut ressentir, parce que c'est pas toujours facile de traduire en des mots, finalement, ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, justement, par rapport aux mots, peut-être au volume de voix, au ton de voix, et à tout ce qui va être gestuel et mimique, qu'est-ce qui transmet le plus d'informations à l'autre? C'est vrai qu'il y a plusieurs études qui ont été faites par rapport à ça pour essayer de voir quelle est la proportion effectivement justement des mots, de la manière de le dire. Ça peut être l'intonation de la voix, ça peut être le rythme de la voix, ça peut être aussi le regard, ça peut être etc. Il y a Meravian qui avait fait une étude qui est restée assez célèbre par rapport à ça pour essayer de déterminer justement la part de verbal et de non-verbal. Où il avait déterminé que c'était à peu près de l'ordre de 80, parce qu'après il y a eu plusieurs études, on va dire entre 80 et 90%, c'est du non-verbal, quoi. C'est-à-dire que finalement, voire même un peu plus, lui c'était 93%, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que 7% pour les mots en eux-mêmes, dans ce qu'on transmet effectivement comme information. Donc ça veut dire que finalement les mots ne sont pas si importants que ça, quand on voit que souvent dans communiquer justement, on attache beaucoup d'importance sur les mots choisis, de choisir bien les mots, etc. et tout, et finalement on arrive à un discours parfois justement qui a du sens sur le papier, mais qui ne transmet rien. Parce que la transmission des informations, et notamment des émotions, parce que c'est ça aussi qu'on va transmettre, c'est beaucoup plus à travers le non-verbal qu'on va le faire, plutôt qu'à travers les mots en fait. Et donc ces fameux 7%, finalement, on se rend compte que c'est pas si important que ça. D'ailleurs, il y a un exercice en théâtre qui est fait souvent, c'est comment on peut dire la même phrase, effectivement, de 10 façons différentes, qui va faire qu'on va transmettre 10 émotions différentes. Et là on se rend bien compte que quelque part on peut dire n'importe quoi, mais d'une façon différente à chaque fois, qui fait que ça va traduire un message différent. Donc c'est pas les mots à ce moment-là, on s'en rend compte, qui sont essentiels, mais c'est la manière dont on va les dire. D'accord. Du coup, par rapport à cette partie non-verbale, qu'est-ce que ça veut dire décoder le non-verbal? Quel sens ça a, cette expression-là? Alors c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Des séries voilà, il y a eu une série notamment qui avait bien marché, qui s'appelait Lie to Me, qui passait sur M6, où justement il y avait un spécialiste du décodage du non-verbal. Et c'est vrai que à ce moment-là, ça a pris beaucoup d'ampleur, effectivement, ça fait beaucoup parler, parce que c'est un peu magique quelque part, ce côté-là, c'est un peu d'ailleurs comme l'hypnose ou des choses comme ça, c'est tout ce qui est un petit peu magique, effectivement, ça nous attire, ça nous intéresse, et puis on a l'impression d'avoir un espèce de pouvoir finalement quelque part à travers ça, de pouvoir décoder ce qui se passe que les autres ne voient pas, quoi, en fait. Alors, c'est vrai qu'on est tous, même sans le vouloir, des décodeurs du non-verbal, qu'on le conscientise ou qu'on ne le conscientise pas. C'est là surtout la différence, c'est-à-dire que souvent quand on va voir quelqu'un, on va dire je le ressens pas, ou je sens bien, ou etc. C'est-à-dire qu'on a déjà un ressenti par rapport à ça qui fait qu'on a décodé des choses, sauf qu'elles sont restées inconscientes. On ne sait pas ce qu'on a décodé. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas, qui cloche, qu'on pense que la personne ment, par exemple, parce qu'on a décodé des choses qui n'étaient pas en adéquation dans son non-verbal, justement, par rapport au verbal. Il y avait une différence entre les deux. Et là, à ce moment-là, quand on a décodé ça inconsciemment, on se dit « je sens pas, il y a un truc qui ne va pas ». Mais on ne sait pas quoi. Apprendre effectivement à décoder le non-verbal, ça va être passer ça au mode plus conscient. C'est
là il y a un truc qui n'est pas cohérent, effectivement, il y a un truc qui ne va pas par rapport à ça, là précisément par rapport à ça. D'accord? Et donc on devient beaucoup plus attentif, observateur de ce qui se passe, à l'écoute aussi bien sûr, parce qu'on ne peut pas décoder le non-verbal sans aussi le raccrocher au verbal. Il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui s'attachent que au verbal, que aux mimiques, etc. Mais si on l'enlève du verbal, quelque part, il nous manque aussi une partie de la communication, comme on le disait, même si c'est que 7%, ça en fait aussi partie, et c'est souvent les incohérences entre les deux qui vont être intéressantes. C'est que verbalement on dit quelque chose, et que non-verbalement, on dit le contraire. Hein? C'est un exemple très frappant, c'est la personne qui va dire « Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. » Et là, mais ça paraît gros comme ça, évidemment, quand on le fait comme ça. Et pourtant, la plupart des gens qui vont voir ça vont dire « Bah oui, il est d'accord. » Parce qu'il s'attache au mot et pas... Parce qu'il s'attache au mot, qui ne représente pourtant pas, comme on l'a dit, la majeure partie de ce qu'on transmet, de ce qu'on ressent à ce moment-là. Et pourtant, il s'attache au mot parce qu'on est une culture, on a attaché beaucoup d'importance au mot, on a oublié le non-verbal, ce qu'on savait justement très bien faire quand on était plus jeune en étant enfant. Les enfants sont très connectés au non-verbal. Et une fois qu'on a appris le verbal, à construire la syntaxe, la grammaire, etc., on va se déconnecter du non-verbal et on va tenir compte beaucoup plus des mots, effectivement, dans la communication. Donc, ce que j'entends, c'est qu'apprendre à décoder le non-verbal, ça permet de sortir d'une forme de décodage empirique, parfois erroné, et notamment qui peut être filtré par nos émotions pour entrer dans quelque chose de plus cartésien, logique. C'est un peu ça, c'est vrai que, alors on va tous plus ou moins ressentir, comme je disais, qu'il y a un truc qui cloche, par exemple, quand la personne ne dit pas la vérité ou qu'elle n'est pas en accord avec un truc. Qu'elle va bien en pleurant, par exemple. Voilà. Et on va avoir une sensibilité plus ou moins développée par rapport à ça qui fait qu'on va sentir quelque chose. Là, c'est vrai, c'est qu'on va revenir dans un mode, comme je disais, plus rationnel, plus conscient. C'est qu'on voit qu'il y a un truc, on entend qu'il y a un truc qui n'est pas en accord avec ça. Donc, c'est vrai que c'est plus rationnel, effectivement, c'est plus logique, même si ça ne nous empêchera pas de fonctionner aussi dans un mode plus ressenti en même temps. Mais c'est vrai qu'on va revenir dans un mode quelque part beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus rationnel, quoi, en fait. J'ai l'impression que c'est comme si ça venait compléter notre intuition, ça vient renforcer nos perceptions. À la fois, ça peut venir compléter notre intuition, et à la fois, effectivement, ça peut l'illustrer justement par rapport à ça. C'est que non seulement j'ai ressenti un truc qui n'y allait pas, mais là j'ai remarqué à un moment donné sur tel mot, telle chose, où là, effectivement, il y a un truc qui n'est pas en accord. Et c'est ça que j'ai ressenti qui n'allait pas. Avant, ça me restait du domaine du ressenti. Là, effectivement, on peut mettre des mots sur ce qui se passe, en fait. D'accord. Puisque j'imagine qu'avant de décoder, il faut observer, est-ce que tu peux nous dire quoi observer? Quelqu'un qui voudrait commencer à s'entraîner, il faut qu'il observe quoi dans son interlocuteur? Alors c'est vrai que c'est toujours difficile effectivement d'aborder ça comme ça. Aujourd'hui, il y a eu plein de livres faits par rapport à ce genre de choses. Un peu trop, je dirais presque, parce que c'est très, très galvaudé justement. Et on a fait des raccourcis, pour faire simple certainement, hein, pour aussi... Mais en même temps qui ont travesti une réalité aussi, une manière d'une simplification à l'extrême, qu'on ne peut pas faire. C'est pas parce que en même temps que je te parle, je me gratte là. Souvent c'est pas un très très bon signe ça par exemple. Ok, ça veut dire quelque part je suis peut-être en train de te dire un truc qui me chiffonne et que je suis pas en accord, je suis en train de chercher là en fait. Donc je suis peut-être en train de raconter un mensonge, peut-être. Mais en même temps, c'est peut-être juste que ça me gratte. D'accord? Ou c'est peut-être juste que je suis en train de réfléchir en même temps à quelque chose d'autre qui fait que ça me gêne et qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de te dire. Vous êtes vigilant dans le sens que je vais donner à ce que j'observe. Ma question était, en tout cas pour en premier lieu, quoi observer? Je regarde quelqu'un, est-ce qu'il faut que je regarde son petit doigt, son pied, son oreille, que je regarde quoi? En fait, c'est vrai qu'on apprend à être des bons observateurs, mais c'est globalement, en fait, c'est tout à prendre en compte, parce que si je regarde que les mains, justement, d'ailleurs, il y a des choses intéressantes qui ont été faites comme ça sur des vidéos, des films, c'est que les mains, c'est les choses qu'on contrôle relativement facilement, notamment pour illustrer le discours, etc. Donc, c'est pas obligatoirement à ce niveau-là que ça va se voir. Par contre, si on regarde les pieds, peut-être qu'on aura beaucoup plus d'informations. Parce que les pieds, effectivement, vont être un peu plus loin en fait, des choses qu'on contrôle habituellement, et on va laisser un peu plus ces choses-là se faire. Il y a des gens qui sont très en contrôle, mais malgré tout, ça va ressortir à un moment donné. C'est vrai que c'est souvent le stress qui va faire ressortir une information. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas un truc en particulier à observer, parce que c'est un ensemble, c'est même une posture. Par exemple, sur une chaise, effectivement, si je suis en avant, ou si je suis en arrière, ou sur le côté, ça ne va pas obligatoirement traduire les mêmes choses non plus.
Alors ça dépend aussi du fauteuil, ça dépend bien sûr, hein, mais c'est une posture, c'est le visage effectivement qui va traduire beaucoup les émotions notamment, qu'on verra à travers les micro-expressions entre autres, on en parlera. C'est les mains évidemment, c'est les jambes aussi, si j'ai les jambes croisées ou les jambes ouvertes, si les bras aussi, etc. Il y a plein de choses en fait. D'accord, en fait c'est une somme de détails mais qu'il faut replacer dans sa globalité. Tout à fait. Ce qui va être intéressant, où les gens peuvent déjà en remarquer des choses, même sans rien connaître, c'est que, par exemple, si la personne, chaque fois qu'elle change de posture, ou chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, entre guillemets, elle passe d'un pied sur l'autre, elle vient en avant alors qu'elle est en arrière, etc. C'est ça qui va nous intéresser beaucoup dans le décodage non verbal, c'est à un moment donné ça bouge, tiens, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un truc en rapport justement avec ce qui est en train de se dire? La personne est très en recul par exemple sur son siège, puis tout d'un coup elle va venir en avant en disant, tiens, mais par contre, voilà, tiens, il y a un truc qui se passe là à ce moment-là, c'est-à-dire plus les changements encore de posture, les trucs qui se passent à un moment donné alors que la personne n'était pas comme ça, qu'est-ce qui vient de se passer à ce moment-là? En général, c'est beaucoup plus significatif que ce qui est statique, quoi, en fait. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui se gratterait tout le temps, c'est pas une information. Par contre, s'il se gratte à un moment donné, là, ça peut devenir une information. Voilà. Quelqu'un qui se gratte tout le temps, bah, ça peut être tout simplement un tic. Oui. Et là, effectivement, c'est pas significatif, quoi, en fait. D'accord? Alors que quelqu'un qui, bah voilà, il se gratte jamais, etc., puis tout à coup, je sais pas, c'est le nez ou c'est autre chose, ou etc., ça va dire, tiens, il y a un truc là, il y a un truc qui se passe, d'accord? Mais ça peut être aussi parce que la personne est enrhumée, ou etc. Donc, c'est pour ça que s'il faut aller plus loin, il ne faut pas se contenter d'un signe, comme je disais, comme on peut le voir dans les bouquins, ou si je me gratte le nez, si je suis en train de mentir, ouais, peut-être, mais c'est peut-être parce que je suis enrhumé aussi. Ok, ça n'a rien à voir à ce moment-là. Ou c'est peut-être parce que je suis en train de réfléchir à autre chose aussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand il se passe un truc qui ne s'est pas passé avant, qui est peut-être que c'est significatif. Et là, on va creuser en fait. D'accord. J'ai entendu qu'il y avait des émotions je veux dire, authentiques, vraies, et des émotions qui le seraient moins. Tu peux nous dire comment, par exemple, reconnaître l'expression authentique de la joie chez quelqu'un, par exemple, différence avec le sourire d'accueil du commercial? Voilà. Il y a ce qu'on appelle, c'est Duchesne qui avait travaillé là-dessus, notamment sur qu'est-ce que c'est un vrai sourire en fait. Parce que c'est vrai que, faut pas oublier une chose, c'est que communiquer aussi, c'est être en interaction avec les autres. Et donc quand on est dans une société, il y a aussi des codes sociaux par rapport à ça. Quand on voit quelqu'un, par défaut, le sourire, effectivement, voilà, c'est une façon de dire je suis amical, je suis pas quelqu'un qui vous en veut ou qui est dangereux. Et c'est vrai que le sourire... C'est pas forcément un mensonge, mais parce qu'un visage stéréotypé d'accueil de quelqu'un, comme on dirait bonjour, comment vas-tu? C'est ça, tout à fait. En fait, on sait très bien que si on voit quelqu'un souriant, on ne va pas ressentir la même chose en voyant la personne que si la personne a fait la gueule, tout simplement. Et donc, évidemment, le commercial, on va beaucoup utiliser ça parce qu'on sait ça. Et en même temps, je dirais que même dans nos interactions de tous les jours, que ce soit dans notre famille ou même dans le couple, quand on se voit le matin, effectivement, ça va se passer différemment si on fait un grand sourire ou si effectivement il fait la gueule. D'accord? Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, on se sent un peu forcé de sourire, même quand on n'a pas envie de sourire. Et donc à ce moment-là, on va se forcer à sourire ou faire voir qu'on sourit alors que c'est pas vrai. Donc la différence, par contre, va se voir si on sait la repérer. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on appelle un vrai sourire, c'est-à-dire authentique, où la personne a vraiment envie de sourire, qu'il y a une émotion derrière, ou s'il n'y a pas d'émotion derrière, eh bien au niveau des muscles du visage, ça ne va pas fonctionner tout à fait de la même façon. Et notamment, il y a certains muscles qui sont placés juste ici, en fait, au niveau des yeux, et notamment qu'on peut voir avec les petites rides parfois au coin des yeux, qui vont se faire quand c'est un vrai sourire. Et quand c'est un faux sourire, il n'y a que la partie basse, en fait, du visage qui va fonctionner, entre guillemets. Donc tous ces muscles-là vont fonctionner, je vais faire un sourire, c'est vrai, mais la partie, effectivement, des yeux ne va pas bouger à ce niveau-là, et ce sont des muscles, en fait, qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est ça, justement, la particularité de ce qu'on appelle les micro-expressions, c'est que sur le visage, on a beaucoup de muscles, on a quand même une cinquantaine, ça fait beaucoup, et ça fait beaucoup d'expressions possibles. Et à partir de là, il y a des expressions qu'on ne peut pas arriver à reproduire en le faisant volontairement, voilà, parce que c'est soit naturel et on le voit, soit effectivement c'est pas naturel et on va voir la différence. D'accord. Pour la colère, authentique, qu'est-ce qui me permet de le repérer?
Alors la colère authentique, il y a plusieurs signes, pareil sur la colère. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il faut savoir que ça a été complètement décrypté, hein, toutes ces émotions de base, notamment par Paul Ekman, hein, qui est un américain, un psychiatre américain, un psychologue surtout, effectivement, et qui a fait beaucoup d'études sur tout. Conseiller sur Lie to Me. Voilà, tout à fait, c'était le... Alors, je dirais même c'est plus qu'un conseiller sur Lie to Me, parce que, quelque part, le héros de la série Lie to Me s'est inspiré vraiment de sa vie, en fait, hein, il a fait l'anthropologie, où il a été voir des tribus, etc. Et en fait, il a décrypté justement toutes ces émotions de base, tristesse, colère, joie, etc. Pour décrypter en fait que systématiquement c'est les mêmes muscles qui fonctionnent et de la même manière, justement, quelle qu'en soit la culture, quelle que soit la tribu, etc. Et donc sur la colère, notamment, on va voir plusieurs signes, notamment à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a le front, effectivement, hein, voilà, quand quelqu'un est en colère, on sent que ça fronce, ça se crispe, effectivement, il y a certains muscles qui se contractent, en fait, c'est toujours les mêmes, et toujours à peu près de la même manière, même si Paul Ekman a été beaucoup plus loin dans le détail, où en fait, il y a plusieurs niveaux entre guillemets de colère aussi, hein, une petite colère ou grosse colère, etc. Et en fait, en fonction de ça, il va y avoir des variantes, quelque peu sur certains muscles qui peuvent rentrer en compte ou moins effectivement dans certaines colères par exemple, ou même dans certains sourires ou certaines joies. D'accord. Pour la peur, qu'est-ce qui nous indique une peur authentique ? Pour la peur, notamment, il y a des signes particuliers. En général, il y a les yeux qui s'ouvrent effectivement d'une manière spéciale. Donc là aussi, alors on pourrait peut-être à cette occasion donner les quelques grandes émotions. Je ne vais pas toutes les détailler avec chaque muscle, mais en fait les grandes expressions effectivement d'émotions avec les différents muscles, parce que j'ai des images et des visuels là-dessus. Voilà, on peut mettre ça pour voir ces différentes caractéristiques et apprendre à les repérer. Alors ça ne suffit pas de savoir quel muscle fonctionne pour apprendre à les repérer, parce que c'est plus après de la pratique surtout. Oui, c'est pour que les gens fassent une idée. Juste pour la peur et la tristesse, un ou deux trucs qui nous permettent de la repérer. Tristesse, en fait, on va avoir notamment les lèvres qui ont tendance à partir vers le bas, ça en général c'est connu. Alors d'ailleurs, un truc pour bien apprendre les émotions, hein, c'est de regarder notamment les bandes dessinées ou les dessins animés. Pourquoi ? Alors, c'est très grossier justement, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est que les traits sont caractéristiques. Donc, si vous regardez un dessin animé, pour les gens, s'ils regardent un dessin animé, s'ils regardent effectivement une bande dessinée, on voit que les traits sont forcés justement par rapport à ça. Okay ? En général, pour la tristesse, c'est tout tombe en fait. Hein. Les sourcils ont tendance à tomber vers le bas, au niveau des lèvres aussi. Et c'est vrai que dans les dessins animés, on va voir que c'est exagéré justement. Mais on va retrouver les mêmes choses. C'est-à-dire que les gens qui font de la bande dessinée ou du dessin animé, ils ont obligatoirement étudié effectivement les expressions sur le visage pour pouvoir faire ça. D'accord. Si nous voulons progresser en décodage non-verbal, regardons Gulli. Évidemment, ça va nous aider. Ça peut aider. Décoder ça, percevoir ces messages-là, c'est quoi la plus-value ? Ça apporte quoi dans l'échange, dans la relation ? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a toujours une interaction entre deux personnes. Et on sait aujourd'hui, notamment par rapport aux études sur les neurosciences, que ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est justement des choses dans notre cerveau qui nous permettent de ressentir en fait l'émotion des autres personnes. Okay ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire que quand on voit une expression sur le visage d'une personne, on a tendance à le faire de la même façon sur nous, et c'est comme ça qu'on ressent l'émotion. On voit ça notamment chez les jeunes enfants, où quand ils voient papa en colère, etc. et tout, et bien ils font la même expression pour justement, au départ c'est peut-être un jeu, mais en même temps c'est comme ça aussi qu'ils apprennent l'expression et l'émotion qu'il y a derrière. Donc finalement, quand on va être plus sensible à ces choses-là, on va plus capter évidemment les émotions dans lesquelles sont les personnes, soit par rapport à quelque chose qu'on vient de dire, soit par rapport à quelque chose que la personne vient de dire. Et si on capte mieux les émotions des personnes en face, on va pouvoir s'adapter évidemment beaucoup plus facilement par rapport à ça. Les gens qui sont des bons communicants, en général, et d'ailleurs c'est une étude qui a été faite, c'est des gens qui ont une intelligence émotionnelle plus développée que les autres. C'est-à-dire quoi une intelligence émotionnelle ? C'est des gens qui sont capables de capter les émotions des autres et de s'adapter justement à ça. Donc si on décode mieux le non-verbal, on décode mieux les émotions. Si on décode mieux les émotions de la personne en face de nous, on va pouvoir s'adapter évidemment dans notre discours, dans ce qu'on va dire et dans ce qu'on va faire. Ok. Pour conclure cette vidéo, j'avais envie de te questionner sur
Alors, ce qu'avec mon langage à moi, j'appelle le décodage sauvage, c'est-à-dire des personnes qui ont entendu dire que quand on croisait les bras, ça voulait forcément dire qu'on était fermé, et qui ont comme ça un certain nombre de clés qui sont peut-être pas des clés et qui peuvent être un risque justement dans un décodage erroné. Je voulais avoir ton opinion sur cette idée de décodage sauvage. Alors j'ai bien l'idée de décodage sauvage. Oui, c'est un peu ça. Et en même temps, c'est ce que je disais, c'est aussi lié à certains bouquins parfois qui ont été diffusés aussi, en disant bah voilà, si je me gratte sur le nez là, ça veut dire ça, si je me gratte là, ça veut dire que j'ai un problème avec ma belle-mère qui vient trop souvent. Enfin, c'est des choses effectivement qui sont un peu à l'emporte-pièce souvent, beaucoup trop, je dirais, ciblées sur quelque chose. En fait, le décodage du non-verbal, c'est un ensemble de signes, c'est pas un signe. D'accord ? Si je me gratte là en ayant un grand sourire, ou si je me gratte là en étant un peu embêté comme ça, c'est pas la même chose qui se passe. Donc, c'est pas seulement le signe de se gratter ici qui fait que c'est un problème. C'est aussi l'expression du visage qu'il y a à ce moment-là. C'est aussi le fait qu'il y a la tête basse. C'est plein de choses en fait. Et c'est l'ensemble de ces signes-là qui va faire que ça donne une tendance en fait. Mais s'il n'y a qu'un signe, je croise les bras, ouais, super, en même temps c'est quelqu'un qui est peut-être super attentif, comme quelqu'un qui est peut-être fermé, effectivement. Mais là, c'est le reste de la posture qui va être intéressante. Est-ce que la personne, effectivement, a la tête basse, a la tête haute, comment elle me regarde, comment sont ses pieds, est-ce qu'elle a une jambe croisée aussi, est-ce que... C'est l'ensemble de tout ça qui va me donner vraiment quelque chose de précis. Tu sais, c'est un peu comme un enquêteur. C'est un indice à un moment donné, plus un indice, plus un indice, plus un indice, qui va faire que on sait que la personne, entre guillemets, elle est coupable ou pas, en fait. D'accord ? Et là, quelque part, c'est un ensemble d'indices, effectivement, qui va nous donner l'état dans lequel est la personne, notamment l'état émotionnel dans lequel elle est. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter d'un indice. C'est pas suffisant, sauf si vraiment une caractéristique de quelque chose, mais c'est plutôt un ensemble de choses. Donc, c'est vrai que tout ce qui a été donné comme ça, de manière compartimentée, avec juste un détail, c'est pas suffisant. Et on ne peut pas dire à partir d'un détail, effectivement, il se passe ça. Et si on dit ça, ça veut dire qu'obligatoirement, on interprète aussi certainement les choses, et le risque d'interprétation est beaucoup trop grand pour, effectivement, que ça soit juste. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, ça sera faux à cause de ça. Et donc, les gens vont partir sur des présuppositions. Ils vont encore plus supposer qu'avant, et aussi mal qu'avant. Donc, ça n'a aucun intérêt, parce qu'au contraire, leur communication va être moins bonne. Parce qu'ils vont croire que la personne est comme ça, ils vont croire savoir finalement dans quel état est la personne, sauf que si on part de ce principe où on sait, eh bien on ne communique plus justement, on ne cherche pas à savoir. Et puis même si nous pouvons savoir l'émotion, en tout cas avoir de gros indices sur l'émotion qui est présente, ça ne nous indique pas forcément à propos de quoi elle est. Tout à fait. C'est ce que je disais, c'est pour ça qu'on ne peut pas découper complètement. Alors c'est vrai que si on fait une analyse par exemple d'une vidéo, de quelque chose comme ça, d'un homme politique, à froid derrière, on ne va pas pouvoir l'interroger à ce moment-là, donc on ne va pas pouvoir creuser sur ce qui se passe à ce moment-là, mais en tout cas on aura effectivement des indices qui vont nous dire tiens, voilà, et puis parfois ça se répète aussi, hein. Il y a des vidéos comme ça, on regarde les hommes politiques, voilà, à chaque fois qu'il parle de tel truc par exemple, ouf, il change de position, il y a un truc, voilà, il y a un truc pas très net là, derrière ce truc-là. Mais si on n'a qu'un indice qu'une fois, etc., et qu'on ne peut pas aller creuser dessus, on ne peut pas les questionner effectivement là-dessus, ça risque de rester qu'une supposition, d'accord, qui peut se révéler juste, peut-être 4 fois sur 5, si on est un bon décodeur, du non-verbal justement, mais 4 fois sur 5, c'est pas suffisant, parce que c'est pas juste à tous les coups. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir aller poser des questions après derrière, d'aller creuser en disant, tiens, tu vas me parler de tel truc, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Et on va voir ce qui se passe. Allez vérifier. On va aller vérifier, tout simplement. Un peu comme un enquêteur, je disais tout à l'heure, c'est, on a un indice, ben on va aller vérifier pour voir s'il y a un autre indice, pour voir si cet indice, effectivement, nous dit vraiment quelque chose. Pour conclure, je vais te poser une question que j'entends régulièrement en formation de la part des participants, qui est, dans tout ce que nous pouvons décoder dans le non-verbal de l'individu, quelle est, je dirais, la part commune à tous les humains de la planète? Quelle est la part qui pourrait être propre à une culture? Et quelle est la part qui pourrait être propre à la personne elle-même, un tic qu'elle aurait développé? Ouais. Est-ce que tu peux répondre là-dessus? Alors, c'est vrai que justement, on va retrouver ces 3 dimensions dans le non-verbal. Il y a des choses qui vont être universelles. Aujourd'hui, par exemple, on a parlé des expressions faciales par rapport aux émotions. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose de prouvé, notamment par Paul Ekman. C'est universel. Et il s'en est rendu compte tout simplement en allant voir des cultures qui étaient
perdu effectivement dans la brousse amazonienne, et en fait il s'est rendu compte que quand il leur montrait une image d'un visage d'une personne qui était heureuse ou triste, ou etc. et tout, il le traduisait exactement de la même manière, et quelle que soit la culture, c'était exactement les mêmes expressions, les mêmes muscles qui fonctionnaient. Donc ça, on a pu prouver par exemple que les expressions du visage au niveau des émotions, c'est les mêmes pour tous. Par contre, après derrière, il y a des gestes aussi, notamment qui sont culturels. Et c'est vrai que autant un geste par exemple qui peut paraître complètement anodin, comme ça, qui pour nous peut dire par exemple ok, eh bien il y a des pays, il ne faut surtout pas faire ça. C'est une insulte. Ouais, c'est, tu vois, trop, Oui, je vais voir ce que ça veut dire. Donc, grosso modo, c'est une grosse insulte. Et si tu le fais dans des endroits qui sont en plus en Europe, comme à Malte, par exemple, tu fais ça, voilà, tu risques de te faire taper dessus ou de te faire effectivement envoyer balader, quoi, en fait. Okay, donc, c'est là qu'on se remarque effectivement qu'il y a des gestes aussi qui sont culturels, et donc il faut se méfier par rapport à ça, parce que il y a des gestes qui peuvent être bien dans un endroit et pas bien dans un autre, qui peuvent vouloir dire quelque chose à un endroit et autre chose ailleurs. Et puis après, il y a aussi des expressions qui sont typiques de la personne, effectivement, des habitudes, des tics, des choses qui font que ça va le stress et la nervosité vont se traduire d'une certaine façon aussi. Quand on connaît la personne, qu'on sait qu'elle a ce tic-là, effectivement, on va plus le prendre en compte, on va le prendre en compte par rapport à ce que c'est. Si par contre, et c'est le risque justement quand on voit juste une vidéo très courte, on voit la personne qui fait ce geste, on ne la connaît pas, on ne sait pas qu'elle a l'habitude de faire ce geste-là, on pourrait mal l'interpréter justement parce qu'on n'aura pas la suite derrière. Quelqu'un par exemple, il y a des études qui ont été faites là-dessus, on sait que notamment sous stress aussi le clignement des yeux varie, et il n'est plus le même par exemple. Donc il y a des personnes naturellement qui vont plus cligner des yeux que d'autres aussi. Donc, c'est l'écart à nouveau qui va nous informer. Voilà, c'est l'écart, c'est le changement, c'est ce que je disais, c'est surtout ce qui va changer par rapport à l'habitude en fait. Si on ne sait pas le comportement habituel, ou si on n'a qu'une fraction effectivement d'une vidéo à décoder par exemple, le problème c'est qu'on risque de manquer d'informations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence. Et s'il n'y a pas de référence avant, on est un peu plus dans le vague par rapport à ça. Plus on connaît une personne, plus on va pouvoir noter les différences justement. C'est pour ça qu'il y a une personne qu'on connaît bien, si on la voit arriver qu'elle n'est pas dans son assiette ou qu'elle n'est pas, etc., on va peut-être le voir beaucoup plus vite, parce qu'on peut comparer par rapport à sa manière d'arriver les jours d'avant. Et là, elle n'arrive pas dans le même état, ça se voit, d'accord ? On sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que la part qui est personnelle est plus faible que la part qui est culturelle, qui est plus faible encore que la part commune à tous les êtres humains, ou cette question n'a pas d'objet n'a peut-être pas fait l'objet d'études? Alors, ça n'a pas fait l'objet d'études, à vrai dire, pour l'instant, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on est encore, je dirais presque infoutu de dire ce qui est vraiment commun à toutes les personnes sur Terre. C'est-à-dire, par exemple, Paul Ekman a travaillé beaucoup sur les expressions, notamment les micro-expressions, c'est-à-dire ces expressions au niveau du visage qui traduisent des émotions qui sont très courte durée, qui sont une fraction de seconde, et que la plupart des gens ne détectent pas en fait. Ça, on a pu prouver que c'était pareil partout. Mais il y a peut-être plein d'autres choses qui sont pareilles partout, mais aujourd'hui qui n'ont pas été étudiées ou pas prouvées. Et après, derrière, c'est vrai qu'il y a des gestes culturels où là, on sait qu'inévitablement, ce sera des choses qui sont spécifiques. La part entre tout ça et puis après, ce qui est vraiment personnel à la personne, non, c'est très difficile à dire. Et puis je pense que justement, ça dépend aussi des personnes, puisque ça dépend, comme il y a une part personnelle, il y a une part culturelle aussi. Ça va dépendre aussi des cultures. Il y a des cultures qui sont beaucoup justement dans les gestes. Les Italiens par exemple sont connus pour ça, qui sont beaucoup de gestes illustrateurs, etc., de quand ils parlent avec les mains. Eh bien, évidemment, en fonction des cultures, ça va se traduire différemment. Si tu vois un Asiatique par exemple qui justement parle très peu avec ses mains, qui est très peu expressif, on ne va pas voir les mêmes choses de la même manière chez ces personnes-là, quoi, en fait. Donc la culture va influencer le décodage qu'il peut y avoir, parce que sur les Asiatiques, souvent, on va voir assez peu de choses au niveau du corps, et on va se concentrer plus peut-être sur le visage, même s'ils ne veulent pas le laisser passer, ça va ressortir de toute façon d'une manière ou d'une autre. D'accord. Merci pour toutes ces réponses, Frédéric. Je t'en prie, Philippe. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai à la fin de la vidéo quelques références. Et si vous souhaitez décoder davantage le non-verbal des personnes qui sont en face de vous, je vous invite vraiment à vous former, à vous informer pour éviter le fameux décodage sauvage dont nous parlions à l'instant. Je vous souhaite une belle vie, à très bientôt, au revoir.